harta kodin hore. Missä sui? Olen Zero, menossa aihishoor. En istene lyretan heven. Es jäyskal herin. Aus, Shiveru pytsiko leitada paja oskuritseko. Hihi, multinationala fanfaruhan askaraikilan orvahartik. Amplehani, olen Zero. Niinkin kenjat me syvät. Ylipetseko jäi traste hoikiko riivai. Ni köyken jäävät. No ja monikin kuulsi, Aivan. ettei teräi. Ja kun seko teät, kun seko teät. Yksin on johti, käsi kala. Aivan. Ei, samanen jäte. Vai Aivan joku teko. lastako kaista herrukaa hevene. Shaik. Nik me syötyken jäät. Shaik. Hunek, raitten dik shaik. Että hoi vervesiä. En on ikään vaiken jaat me syöisestä kiilan vermeellä. Et ordin, se raitten dik. Vetjaan, aika hunat. Koi vetjaan. En saa loko orenjo vena. Oharta monessa kuune kaide viilas, että myös. Toki näsä, me syötte karidi täällä korkeen. Joku se saada. Toki näsä. Ai, vai niin kuin sitä ja kurtsam. Vai samerdik hainnasta parademme. Ai huodu paina hiales. Vai verjat presentaatti, syystä kiila. Vai, että sekunta tykotykortiin. Että lehen jäi maniala. Itse maitte saatte chiolla ranjendik. Herra, aus hoippi ytsikon ei tänä vai enikin tekausa. Ai iku siko hoi publicitate huunikinen di taala. Hoippi fort hibekki. Vitsikinegi saatui teko. Stikinegi. Vai, Että hillo diegi aldis. isilari. Hiipan soihan diegillä. Respektio tohore. Ko siinä hetän shartsan vai si chesta jykan hankokaista hunnikin. Me tarttavasta alle hiuikinen minulkin koitiin una viittaan. Vai, isilari. Et niin, la ranjunksesta ytsen jäte, belgiksertik, että hikadjun vähärike, SSS, niin hanko kan toja keessä ytsen jätsät. Täydesti käsagitseni. La ranje, gorada bortia, jariri, orien aldua. Vuosena ruutte, se laitte saatte chiani kusteo. C'est à Larot que nous avons rencontré Pierre Etchemaïte, un amoureux des montagnes de Soule qui nous fait découvrir son hôtel-restaurant bien connu des Souletins. Je suis amoureux de mon pays, ça, je le nie pas, je le cache pas. De toute façon, de tout le temps, j'ai voulu revenir à Larot, mais avant ça, il a fallu que j'aille apprendre voilà, ce métier-là qui n'est jamais très simple. Donc j'ai fait la marine, j'ai fait l'armée dans la marine, là j'ai visité des pays dans la Méditerranée, j'ai fait la Méditerranée en long en large. Et je suis revenu à la maison parce qu'à l'époque c'était maman et ma grand-mère qui étaient là. L'été je travaillais à la maison, jusqu'à l'automne, je chassais un peu, je rognais un peu sur le novembre, parce que ma passion, comme tu l'as vu, c'est la chasse à la bécasse aussi. J'ai eu la chance de rencontrer M. Constant, Yves Candeborde, Stéphane Gégaud par la suite, Thierry Breton, Thierry Fauché, voilà, des gars que j'ai connus au Crillon, qui m'ont invité dans leur entreprise, qui ont développé leur entreprise de Belles Affaires sur Paris. Et là, j'ai commencé à prendre goût vraiment à ce métier, la nouvelle cuisine. Donc avec ce que j'avais appris chez mon patron, ce que j'avais vu à la maison avec maman et ma grand-mère et mémé, j'ai fait un mix de tout ça avec les nouvelles idées. L'accueil, c'est quelque chose d'important pour nous. Quand je suis rentré de mon apprentissage un peu en extérieur avant de monter à Paris, j'ai retrouvé l'entreprise familiale avec une clientèle déjà qui était là, que mes parents avaient mis en place, avaient établi. Et évidemment, je la respecte parce que c'est celle qui est encore là maintenant. Les nouvelles générations derrière ont suivi. Et cette clientèle locale qui est très forte, je dirais même solidaire, je dirais interentreprise, c'est vraiment une idée qui est ancrée ici en Soule.
faire travailler les gens proches, quoi. Donc voilà, j'ai continué avec cette clientèle et je l'ai maintenue, j'ai tout fait pour la garder. Et elle a une grande importance à nos yeux maintenant. Et parallèlement, évidemment, la clientèle du Grand Sud-Ouest est arrivée. Ça s'étale maintenant sur la Bretagne, un peu toute la France. Voilà. Les anciens arrivent, les anciens reviennent. Ceux du temps de mes parents, et là, vraiment, ça me met un gros boom au cœur quand je les vois parler de cette époque-là. C'est très chaud, quoi. Ce que je vous propose, eh comme au cadeau de Noël, je propose ça à tous les auditeurs de Chibero Televista, je vais vous faire une petite recette. Il me semble qu'elle n'est pas trop compliquée. J'espère que les ménagères seront capables de la développer pour faire plaisir à leurs enfants. Et s'il y a un souci, écoutez, appelez-nous, il n'y a pas de problème, on vous expliquera les détails. Mais voilà, j'avais 15 ans quand j'ai commencé mon histoire ici à La Roche chez Etchemaïté. Et tout simplement parce que moi ce métier-là, il me plaisait depuis l'âge de 7 ans. C'était cuisinier que je voulais faire. Disons que quand j'ai commencé, c'était les parents qui tenaient la boutique, quoi. Et notamment la mère Pierre qui était en cuisine. Et j'étais son petit commis à Gracieuse. Et c'était elle qui m'a tout appris, quoi. D'abord, quand j'ai commencé, c'était l'épluchage et la plonge et tout ça. Et puis donner un coup de main gracieuse. Et ensuite, un jour est arrivé où je lui ai dit, on a échangé les rôles, quoi. C'est moi qui ai pris sa place, c'est elle qui faisait mon petit boulot, quoi. Ah ben l'esprit de famille, déjà moi particulièrement, je suis très famille. Donc voilà, je suis très attaché à ce rythme-là. Et puis ensuite, voilà, j'ai trouvé ici une maison où la simplicité, l'accueil, je m'y retrouvais. Cuisine traditionnelle de nos grands-mères. Et que ça, malheureusement, on a tendance à l'oublier. Et avec la complicité de Pierre, écoute, on essaie de la mettre au goût du jour. Et puis c'est ça, moi je la trouve formidable, très délicieuse et très goûteuse aussi. C'est la cuisine de nos jours. C'est la cuisine d'ici, de chez Etchemaïté, quoi, tout simplement. Et ensuite, les produits d'ici, ils sont goûteux, ils sont savoureux, c'est purs produits. La qualité se retrouve pris dans l'assiette et le client il repart tout simplement avec les papilles qui ont explosé, tout simplement, quoi. Au niveau décoration, le visuel, c'est la première des choses quand on apporte l'assiette au client. Le client, ça y est, il est émerveillé déjà par l'assiette. J'apprécie le plus, déjà à partir du moment où tu travailles avec des produits frais et que déjà c'est 80% de gagner quand les gens ils sont à table. Moi dans mon boulot, ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens ils viennent manger et ils soient contents, et ils se régalent et quand ils repartent, ils prennent une carte, ils te disent on va revenir, on va conseiller à nos amis et tout. Ça, il n'y a rien de tel dans ce métier. Et en plus, quand on les reconnaît, parce qu'avec tout le monde qui vient quand même, c'est dur de reconnaître les gens, mais au fur et à mesure, on reconnaît les gens. Et eux, ils sont contents quand on les reconnaît, ils demandent un peu des nouvelles et tout. Et ça, ce contact, il est fabuleux. Moi, j'ai connu Pierre en 89. Quand je suis arrivée en 90, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de chambres. Il n'y avait que 6 chambres avec lavabo bidet, donc c'était assez primaire, hein, on va dire. Voilà, les douches étaient sur le palier. Et donc, nous, on a fait des travaux après en 90-91. On a créé 10 chambres de plus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande en tourisme. Donc, il manquait des chambres et on a créé 10 chambres de plus. Voilà. Donc, on est arrivé à 16 chambres et les 6 chambres d'avant, on les a toutes rénovées. On les a toutes mises avec des salles de bain, toilettes, à toutes les chambres, quoi. Voilà, avec le confort. C'est ce que demandaient les gens. Bon, mais écoutez, chose promise, chose due. Donc, ce que je vous propose pour ces fêtes fin d'année, c'est de faire des coquilles Saint-Jacques au croquant de chou-fleur et champignons. Ce qu'on va faire, on va nettoyer les coquilles Saint-Jacques, on va les saler, poivrer, mettre une noix de beurre et dans la coquille, on va les passer au four. À part, je vais faire sauter les choux-fleurs au beurre avec les champignons et quand les coquilles seront cuites au four, on posera le chou-fleur et les champignons sur les Saint-Jacques et on servira. Donc voilà, on va ouvrir les coquilles Saint-Jacques. Ce que vous pouvez faire, c'est demander à un poissonnier qui vous les fasse, ou alors vous pouvez carrément prendre les noix, les snacker à la poêle, et ensuite vous remettez les coquilles dans les noix une fois qu'elles sont cuites, et vous rajouterez les garnitures dessus. Vous voyez, il faut enlever cette partie-là. Mais maintenant la coquille accrochée à la noix. Voilà, mais comme je vous dis, le poissonnier pourra vous le faire aussi.
Donc voilà, on les passe à l'eau. On les essuie avec un sopalin, voyez. Quand les coquilles sont nettoyées, essuyées, on va légèrement les poivrer, saler. Et on va mettre une noix de beurre aux herbes. C'est du beurre ramolli avec des herbes. C'est-à-dire qu'on a mis un peu d'échalote, un peu de persil, un peu de sarfeuille, un peu de ciboulette hachée. Et ensuite, on a fait un beurre d'herbes. On va mettre une noix sur chaque coquille et on va l'enfourner. Une fois que c'est enfourné, on va les laisser au four à peu près 4 minutes, 3-4 minutes. Ça va aller très vite. Il faut le surveiller ça. Et pendant ce temps, on fait les garnitures. Voilà, on va émincer le chou-fleur. Tout doucement. Et assez fin, hein, que ça cuise très vite. Il faut qu'il soit croquant. Donc vous voyez, dès que les champignons, les choux-fleurs sont émincés, alors j'ai surveillé les Saint-Jacques, elles sont presque prêtes déjà, j'ai ralenti le feu. Mais on va faire revenir les garnitures, tout simplement. Les champignons, c'est de la conserve, bien sûr, de cet été. Donc ils sont déjà pré-cuits et le chou-fleur. On assaisonne. Et on va laisser cuire ça, pareil, 2-3 minutes, parce qu'il faut que les chou-fleurs soient croquants. Voilà. Voilà, je viens de retirer les Saint-Jacques du four. Le beurre a fondu sur les Saint-Jacques, elles sont chaudes. On pose les garnitures. Les choux-fleurs sont croquants, ce qui fait le charme le côté goûteux de la recette, c'est ce côté croquant. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris dans les restaurants parisiens. Un peu de croquant dans les recettes, c'est toujours agréable. On peut mettre des pignets de pain, on peut mettre des croûtons, on peut mettre ce que vous voulez. Dans une salade, c'est toujours agréable. Voilà. Pour dresser, on a pris une assiette transparente, en l'occurrence pour celle-là. On a mis des petits tas de sel pour caler les Saint-Jacques pour pas qu'elles se promènent partout. Et un peu de décor, persil avec vous voyez, du piment rouge comme ça. Bon, le décor, ça je vous laisse libre. Et on va poser les Saint-Jacques dessus, vous voyez, tout simplement. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Donc, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël, après les mauvais moments qu'on a passés il y a un mois. Profitez de la famille, profitez de vos amis, retrouvez-vous autour d'une table, à la maison, au restaurant, comme vous voulez. Faites-vous plaisir, retrouvez-vous. Bonne fête et tous mes voeux pour 2016. Au certo, alors. On doit le kayak, c'est cavale d'eau. Tiens, ton j'ai gusté. Le kayak! Est-ce que ça le kayak? Ai chodrolia! C'est cavale d'eau, noi. Se cavale benestu cavale bat, kirol bat. Niin que ça veut dire le yak, il y a le kayak. Ai mena le kayak. Icha sunzi cipi batu, kolasek belhai kojarten tyty barnet. Eta bippalekilan aitsinasten die, isigariko kirol gaitsaduk. Oi ordin doidykekin. Oi réchauffement climatique horrekin bankiza oro hurtuko veitä. Hansurani suurin hartan barne, tyke betjanen bäärike havo. Ai so betjana iluki tsasmutitsen hau. Mena hikega ishogisona. Est-ce que Cabo Chiminia Shahatzek réchauffement climatique horekila? Hoi lanuna, hoi berihuna. Reforsta Shahuago Hisate.
Segura? Soginezako aiordin ondoko zeia kaiaka zer den. Nous avons suivi ce mois-ci la toute jeune équipe du club de kayak de Mauléon dans ses folles aventures aquatiques. Donc le club, le SM Kayak, donc, existe depuis plus de 40 ans. Il a débuté au départ, le local était proche du Fandango à Mauléon. Le club a déménagé à Libarinx ici un peu plus tard, où il a eu des hauts, des bas, un nombre d'adhérents qui montent, qui descendent. Il a même été un temps où il n'y avait plus personne à naviguer. Donc il a été créé depuis 40 ans. Donc aujourd'hui on est une vingtaine d'adhérents. On a été un petit peu plus il y a quelques années où on a été jusqu'à 32 adhérents. Et il y a 10 ans, le club tournait à 5 adhérents en gros. Donc voilà, le club s'est bien développé. Donc au début, quand moi je suis arrivé en 2001, bon, le club n'avait pas le matériel et les moyens qu'il a maintenant. Quand j'ai débuté, il y avait juste une vieille remorque bricolée. Donc aujourd'hui, on avait acheté une belle remorque qui peut contenir jusqu'à 20 bateaux. On a après acheté un petit minibus pour le transport des personnes. Et après, on a modernisé un peu le matériel, parce que c'était du matériel un peu vieillissant, où on a acheté donc des bateaux plastiques de formes diverses et variées pour des utilisations différentes. Donc le rendez-vous des adhérents se fait toujours le samedi à 14 h ici même au local. Donc là, on prend une décision sur un tronçon de rivière qu'on va faire. Et après, on charge la remorque et on s'en va donc sur le lieu d'embarquement. On fait un petit tronçon de rivière de 5 à 7 km. Ensuite, on se change au bord de l'eau, on fait un petit goûter et on revient au club. Et donc on arrive au club le soir, ça varie entre 18 et 20 h. Je m'appelle Océane, ça fait ma deuxième année que je fais du kayak, je m'éclate et j'aimerais aussi beaucoup qu'il y ait d'autres filles qui viennent faire avec moi du kayak. Bon, mais alors ça c'est les kayaks nouvelle génération, les kayaks freestyle, qui changent des grands et longs. Ils sont courts et ils nous servent à s'amuser dans les vagues et les rouleaux. Et c'est avec ça qu'on passe la plupart du temps, à s'amuser. Ouais, ça c'est une jupe, on le met autour de l'îloir, ce qui permet que l'eau ne rentre pas dans le kayak. Et après il y a des calages au niveau des genoux, des mousses. Et dans un kayak on n'a pas les jambes tendues, on a les genoux sur les bords du kayak. Après on a des calages au niveau des hanches aussi, pour bien être stable. On se met sur la tranche et on tourne. Et ouais, il y a plusieurs figures des 360, on tourne dans le rouleau. Et... Pour les qualités pour faire du kayak, je dirais savoir nager, il faut être un peu bourrin, une bonne qualité physique. Octobre-novembre, il y a des lâchers d'eau sur le Haro, tous les gens de la France qui viennent pour y naviguer. On part de l'Ogibar et on arrive jusqu'à Lick, devant Chalfitch. La vitesse et les difficultés de cette rivière. C'est la première rivière qu'on fait en cadet, quand on a un peu de navigation dans les bras. Il y a aussi le barrage de Lick qu'on aime bien parce que celui-là il est un peu plus gros. Il y a aussi une glissière qui est un peu, on prend plus de vitesse dedans. Et celui-là aussi on peut le sauter souvent. Puis après il y a le barrage de Mauléon aussi par ici. Donc celui-là c'est plutôt, on dirait plutôt un seuil. Après je sais pas, il fait quoi, 1 mètre, 2 mètres. Enfin, c'est pas très gros, mais on aime bien celui-là aussi. Quand on se retourne, on fait ce qu'on appelle l'esquimau, l'esquimotage. Donc il y a 2 techniques qui sont principalement utilisées. C'est l'esquimau central et l'esquimau latéral. Et l'esquimau central, c'est on se penche sur l'avant. Et donc avec la pagaie, on se retourne et il faut mettre un coup de bassin pour que ça soit plus facile. Sur le marché, il existe la forme dit freestyle, donc c'est une forme qui est joueuse. C'est pour surfer dans les vagues, dans des rouleaux et faire des figures. Donc, voilà. Après, on peut aussi faire un petit peu de rivière, mais pas du trop costaud, sinon ça devient un peu trop difficile. Pour des rivières un peu plus difficiles, on a le bateau de Haute-Rivière, qui est un bateau on est en sécurité à l'intérieur, c'est basé sur la stabilité et tout ça, pour faire des passages plus difficiles avec pas mal de techniques et comme ça, avec des chutes et comme ça, donc on est en sécurité sur ce style de bateau. Et ensuite on a le bateau de Playboat, c'est un bateau qui est volumineux sur l'avant, fin sur l'arrière, et en fait ça reprend
la forme d'un playboat et d'un freestyle pour qu'on puisse jouer dans les vagues et aussi faire de la rivière mais pas trop costaud. Donc voilà. Je suis arrivé il y a 4 ans au club de kayak. C'est Pierre Garat qui nous a appris qui nous a appris à naviguer. C'est grâce à lui, c'est un super moniteur, c'est grâce à lui si je suis à ce niveau. Il nous a appris à naviguer, il nous a appris toutes les techniques essentielles pour naviguer en rivière, dans les stops, les bacs, les reprises. Et maintenant, grâce à lui, on arrive à naviguer jusqu'à du classe 4 sur 6. Et maintenant, ça va être à notre tour de reprendre son flambeau pour former les jeunes qui arrivent au club. Bon, Benjamin et moi, il y a 2 ans, nous avons passé le diplôme d'aspirant moniteur à l'âge de 16 ans. Ce diplôme consiste à commencer à encadrer avec un moniteur. Notre rôle maintenant, ce sera de prendre la relève pour être moniteur à notre tour et passer le relais aux autres qui vont arriver. Donc je vais vous montrer l'équipement basique du kayakiste. Donc, le kayakiste doit être équipé d'un casque pour la protection, d'un gilet pour la flottabilité. La jupe, c'est pour permettre de ne pas avoir de l'eau dans son kayak et pas être sans arrêt mouillé et à vider. Il est équipé d'un kawaii pour être étanche, une combi pour pas avoir froid quand il y a des descentes comme aujourd'hui où il fait froid. Et après, la pagaie pour avancer et aller à bloc. Isiladi hortiki ene ei hakina baisikehis deuze bestei. Ivaene merkation hartsen heven ota. Niklan mensar senditen jatoa jo hartemanesak vai. Ausselik hiivajen tehandikin, niin hiimin olen hävennyt. Estu kala! Hignahjales. Najavan nuttik balakiki. Soi, erännen teijät. Soinen nyt hänsikto. Ai, seva! Nik jakin jat niin salalle henäheven. Galtastok Michelle Chekopari. Behässä koi. Isiladi haidaugastakin! Hai balakik, beha eadi niin, että sinne balakik hanitse. Hai, segyrnyk. Segyrnyk. Aspaldi zen, olentzero inkatxeu zen bordian. Lanian zen taigabe, syhänek bamba egotsi, sega mustu, kiski kaskarra iltatu. Athe handitan bileta, emekini txokarrazten zutien inkatz egiteko. Yda bertan jun zen, ursuake nahiaka. Jundane Martineko inkatza suitu zene. Olentzero ordin, zaku handi bat bizkarrian, petiarriala jaitsi zen, inkatza pyro baten txaltzea. Karikako lehen etxien, borta josian, inkatza nahi duzieia. Habil hortik itxusia, ikusiduk ahimit ursikina. Prefosta vegetartia maskausian, eta zer, belia bele. Bigerena, hiugerena, laugeren etxia. Karikaoro hala jungontzen, karikabu eta karikondo barne. Bidia haitzen artian galtzen zen uai. Olentzerok argini bat bogatu zian. Etxetxipini bat zen. Zurrezkua. Bortaz zabaltu zeion emazte batek. Gaihun olentzero, sarzite eta hundaizula. Sopa jaten hasi zen hurrupa. Etxeko seme txipienak gibeletik, zakutik inkatz mokor bat hartu zeio. Xutondua la juneta, xuila tortuk izian. Gorrit eta zapartatu zen inkatza, tximinati goa jauziz. Olentzero kordien erantzian, aurtenko izara zelian dukto, ahua zabalik batu zien oro. Ordien etxetik elkizen, motikua eskutik hartuik. Izar argi hua ikusten duk ahantxe, hua duk hikua ibeian ezaidiana. Baibena beste hua han, ian urtekua to, eta bestia, nundia ez duk atzogoizan hasi gaixua.
eta emeki oihanen barna desagertu zen. Olentzero, inkatza, ahatze duzu. Bena orduinko, beltzien beltz, deus etzen ezagun. Zertako ote dira izarak zelian, nurkote gaine hartan ezari zutian. Idatzia denian, xurita beltzian, Gurian ez bilhatu bena bihotzian. Ah, Kodin, hau pystykytsen jat. Mena nordu Claudinoi. Claudine. Au parka. Gortsen aisi. Bai, balakiat, bai. Badakikiston horrek, ordugajiekaran jatsen ditik? To, enakian, eta nunkuada gizon hoi. Mitikille kodik. Bo. Hau dela, egu berri gaian ahalditik ekuaztene ordugaiak. Biuentio zola. Alla jiguahi, au herbatiz, banakian bai hola kosikana se bai bahilahi. Ik biuen ja vasten egu berri gaian. Ni aldis betik salheago behardiatai, betik salheago, eta gaixo betjan, hunek sofritzendik, ohartemanet betja, ohartemanet sok, seteme behantzen ziokuni. Ausilik, hain beste labina badukan hirlaguntzen hain merke higosu ederran egitia baizik ez gai hartan. Kaisua, ik badakik bai, Ni badakik. askiduk tohen hestia. Nik nahi jat, kodin horren ezagutzia egin. Sen eta, biuen ahal badit jabasten egiberi ajan, segunik hiuehin la minä gytiago kina haldi dalain afea yngiasten bai. Hik beti afea. Badak ja. Beti afea. Ali, behästä tipalio, behästä nurden kodina. Voilà, ça pourrait être un musée, mais c'est encore un lieu de vie, voilà, puisqu'il y a un artisan qui travaille à l'intérieur. Ça sera un musée probablement le jour où je serai mort. Voilà, s'il n'y a personne qui reprend. Ou, voilà. Mais en 1996, j'ai repris l'affaire, voilà, et donc j'ai fait ce choix donc, de continuer à m'occuper de la restauration des horloges comtoises. J'ai fait plusieurs formations chez des horlogers spécialisés parce que mon père s'est très spécialisé au départ sur la restauration du décor. Donc mon père a développé une technique de restauration et il a redécouvert les techniques de décoration, les ingrédients qui étaient employés, la recette. Et ensuite il a développé une technique pour restaurer les comptoises anciennes, les décors anciens. Bon, quand on m'amène un mécanisme, je le pose ici et je mets les poids, le balancier, et je lance le balancier pour voir si elle démarre. Parfois, c'est juste un problème de calage. Si ça ne fonctionne pas, je vérifie le calage. Je mets un peu d'huile dans les axes. Et une fois sur deux, les horloges comtoises anciennes qu'on m'amène, elles redémarrent. Voilà.
Si ça ne redémarre pas avec le calage et le huilage, à ce moment-là, il faut envisager de le faire restaurer. Et donc, je propose au client, je fais un devis de restauration. À ce moment-là, il faut le démonter, il faut rectifier l'usure, voilà, il faut le nettoyer. Voilà. Oui, donc les gens m'amènent leur horloge, qui est souvent en mauvais état, recouverte par les fumées, les vieilles cires, les graisses de cuisine et tout ça. Donc moi, je nettoie le décor. Ici, je retrouve le décor d'origine. Et ensuite, je fais un travail de restauration pour préserver, surtout, l'objectif, c'est de préserver le décor d'origine, les motifs, les couleurs, voilà, pour qu'elle garde son authenticité, voilà, sa valeur. C'était des décors faits à la main avec une technique très particulière, et il faut une technique particulière pour les restaurer. Bah, si vous voulez, je peux vous montrer la technique de décoration, comment les anciens, dans le Jura, décoraient les horloges comtoises. Alors, les ingrédients, c'est des produits qu'ils trouvaient dans la nature, des produits végétaux, minéraux, animaux aussi. Ils se sont beaucoup inspirés des professions artistiques, notamment les doreurs et les ébénistes. Voilà, les cols qu'ils utilisaient, les pigments qu'utilisaient les doreurs. Je vais passer mon produit, qui va me permettre de faire des effets de faux bois. Et ce produit va ramollir les couches précédentes. Il y a plusieurs couches qui ont été passées dessous. À partir de maintenant, il faut attendre un peu. Voilà, après on peut faire avec la main. Imitation de nœuds. Il faisait parfois avec le pouce. Parfois il faisait avec des peignes, des serviettes. Voilà, après avec un plus foncé, on peut faire des bordures. Voilà, le principe, c'est qu'on enlève la matière pour découvrir le bois. Et donc c'est le contraste entre le sapin blanc qui apparaît dessous et le faux bois qui donne un aspect un peu qu'on appelle parfois, qui ressemble à la marqueterie. Et ça, on appelle ça parfois marqueterie du pauvre. Si je veux, je peux faire des losanges. Alors c'est à main levée parce qu'on ne peut pas poser sous peine de faire des traces. Là c'est pareil, on ne peut pas faire de croquis. Donc il faut y aller franco. Oui, donc une fois que c'est sec, après, on peut rajouter de la couleur. En général, les rouges et les verts étaient en transparence pour laisser toujours le bois, le sapin là, apparent. Et puis, voilà, ils rajoutaient parfois les décors étaient plus ou moins sophistiqués dans leur couleur. Mais le principe du décor de l'horloge comtoise, c'est d'abord ça. Voilà, décor peint et gravé à la main. Actuellement, là, je procède à la restauration de ce décor. Voilà. Donc toutes les parties blanches, là, sont les parties qui ont été décomposées, voilà, par l'humidité souvent. Voilà, souvent on voit les pieds, c'est souvent par les pieds que remontait l'humidité. Donc je vais reconstituer les couches petit à petit pour retrouver les teintes d'origine et rester le plus proche des teintes d'origine. L'objectif, c'est qu'on ne puisse pas voir que la comtoise a été restaurée. Et là, en l'occurrence, il n'y avait pas de couleur surajoutée par-dessus, il y a juste les gravures. Donc je vais laisser comme ça et respecter le souhait, le travail de l'artisan paysan qui a considéré que le décor était bien comme ça. Voilà. Moi, j'ai repris l'affaire de mon père en 1996, après avoir fait un apprentissage et avoir été ouvrier pendant quelques années.
Et donc mon père m'a enseigné les techniques qu'il a redécouvertes, techniques de restauration, de décoration surtout, les techniques employées autrefois. Donc il a fait beaucoup de recherches à ce sujet, il est allé dans le Jura, il a fait des essais ici en atelier. Voilà, et moi aujourd'hui je pratique cette technique de restauration et de décoration. Et j'ai fait de la formation pour restaurer les mécanismes aussi, des horloges comtoises. Mais je suis très spécialisé sur l'horloge comtoise. Voilà, je ne fais pas autre chose. La grande horloge, je m'occupe de la grande horloge avec le balancier, les poids, le mécanisme. Mon objectif, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a une possibilité de retrouver le décor, de redonner à son horloge sa valeur, sa beauté, de retrouver l'horloge comtoise près de la cheminée, d'oser la remettre près de la cheminée parce que du coup elle retrouve sa beauté. Et voilà, retrouver cette ambiance-là en lisant un bon bouquin au coin du feu, il n'y a rien de plus merveilleux. Linux Arena, että hikoi vähän keventille kihystä. Ampladi, olen Zerondia. Linux Arena, nik bisara wanu shuidja. Hikaldis bezvelsa du kuano. Vai, ai se vai, minä niille himmelon lehen hävennyt jään hei. Ette kala. Ai, väärko. Linux Arena. Es. Ik beti karazul. Mena shakite ko norden bie taik Saharena. Beharginike gyvenut Saharagua saman. Hua bea. Hojara suodera. Ihur keke stikeraitena ha. Se kyllä, det är väl första helvete jag arasuuderva den kitsen Nikolaisi. Soik. Sen chatsen ja nurepalakin. Norden Arena. Gyvenut Saharago. Vai. Anta muutuks Saharago hua. Hiinuna veitä, yskia pal hila ignuna veitä, me sutana tsekki hainuna veitä. Vai. Nordigis on hua erunesa. Dr. Bouchet. Liin shortheik. Me haastat to. Isiladi horti. Chibero Telebista s'est rendu chez le docteur Boucher à Licatéré. Le pédiatre qui exerce à Orthez nous avoue son attachement à la soule et au souletin et nous parle de son métier qu'il exerce avec passion. Donc bonjour docteur Bouchette. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous à Chibero Telebista, d'avoir réussi à décrocher une interview. Et donc ici vous avez passé, je suppose, une grande partie de votre vie avec beaucoup de souvenirs et de... Oui. Ici, c'est la maison qu'on habite en famille, qu'on habite depuis 1971, à la naissance de mon troisième. On était venu ici pour novembre, il y avait encore des vitres cassées, il faisait très froid. Et après on a arrangé petit à petit, ça s'est arrangé. Et c'est un coin que je trouve joli. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Regardez, c'est magnifique. Voilà. C'est un très joli coin où j'ai toujours vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Ouais, 10 ans. Après, j'étais parti faire des études, on les faisait loin. D'abord à Moléon, j'ai trouvé que c'était très très loin. Et après, Bayonne, encore plus loin. Enfin, c'est jusqu'au bac, et après, voilà. Vous avez beaucoup de patients qui sont sous le thème, qui sont restés beaucoup, enfin je trouve. Fidèles, oui. Oui, beaucoup en fait. Je ne sais pas trop combien, je n'ai jamais fait les comptes, mais c'est vraiment, il me semble qu'il doit bien y en avoir moins 1 sur 4 qui viennent de Soule. Et quand je vois qu'il y a des gens qui viennent de Saint-Engrâce, de la Roue, moi ça m'épate toujours, je suis abasourdi. C'est marrant, et quand on discute avec les gens de vous, de vos pratiques, etc., ils disent souvent que vous soignez autant le parent que l'enfant. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça? Oui, c'est bon. Oui, je crois que c'est un ensemble. Hein. L'enfant, c'est l'émanation des parents. Donc en fait, on peut dire des choses à un enfant, ça dépend de son âge. Hein. Il comprend peut-être une intonation. Tout petit, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Mais il comprend le regard, le sourire, le geste, la mélodie de ce qu'on lui dit.
Donc ça lui suffit. Mais après, pour des choses plus, c'est-à-dire plus précises quand même, il faut quand même médiatiser ce qu'on dit par les parents. Et qui sont là tout le temps. Moi je les vois une demi-heure, et les parents les voient à la durée. Donc en fait, je suis là pour parler aux parents, pour les rassurer. Parce que très souvent, il y a une sorte d'inquiétude de la part des parents, des questions qui se posent, auxquelles je peux encore un peu répondre. Ils se mettent un peu de pression, les parents, ils veulent être parfaits. Comment ça se fait? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Ouais. On n'est pas parfait. Je crois qu'il faut accepter nos défauts, il faut vivre avec, il faut que les enfants les connaissent. Et je dis toujours qu'en fait, les enfants, il faut qu'ils apprennent aussi l'injustice. Et ils apprennent beaucoup mieux, elle est mieux acceptée si c'est les parents qui sont injustes que s'ils apprennent de l'extérieur. Parce qu'ils seront obligés d'apprendre un jour de l'extérieur, ça risque d'être plus douloureux. Et qu'avec les parents, après ça passe. Une école maternelle idéale, ça serait quoi pour vous? Aller se balader comme ça, aller se promener dans les champs, apprendre la nature, le ciel, voilà. On apprend des choses, et on a toute la vie pour en apprendre. On se gonfle la tête avec des trucs trop carrés. Mais les enseignants, ils sont obligés, on leur fout des programmes qui sont carrés, énormes, comme des maisons, c'est épouvantable. Hein. Alors ils ont en cours d'acquisition, non acquis, acquis, et vous avez des petits gosses de 4 ans qui sont déjà au rebut, enfin c'est terrible, alors qu'ils sont très bons. Moi j'en connais des gosses, ils ne savent pas compter très bien, ils ne sont pas très bons, petits comme ça, mais quand il y a un tracteur qui passe, ils savent qu'il fait 635 chevaux, ou 250, ils ne se trompent pas. Quoi. Voilà. Alors, je crois qu'il faut accueillir les enfants, tels qu'ils ne sont pas tous pareils. On n'apprend pas les mêmes choses au même moment et de la même façon. Je crois qu'il faut attendre un petit peu qu'ils mûrissent. Et donc je vous demandais par rapport au rôle du père, est-ce qu'il a évolué depuis le début de votre carrière? Est-ce que maintenant les pères s'investissent davantage? Comment ça se passe en fait? Ah oui, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé parce qu'avant, le père ne s'occupait pas du tout des enfants. On lui présentait, c'était pas son boulot. C'est les mères qui s'en occupaient. Les pères, ils bossaient. Alors on présentait le bébé, comme autrefois, vous savez, 19e siècle, milieu bourgeois. Le dimanche, on habille le bébé, belle robe. Le père, devant le rôti de bœuf, fait une bise au bébé et on le ramène à la nurserie. C'était pas tout à fait comme ça, mais le rôle du père a beaucoup changé. Il s'est beaucoup plus réinvesti pour des raisons qui sont sûrement sociales. La mère travaille, le père travaille, donc en fait on partage le boulot. Il ne faut pas que les pères, ils disent gna comme ça. Les mères, elles ont tout au quart de poids, elles arrangent tout, rien ne manque, il y a les couches propres, il y a le savon, il y a le pyjama, tout ce qu'il faut là. Ils ne tombent pas des escaliers, quand on les lave, ils sont bien, l'eau est chaude, pile poil comme il faut. Avec les mecs, c'est très différent. Mais il faut justement conserver cette différence. Il faut que les pères paternent, c'est-à-dire qu'ils soient mauvais. Ça n'a aucune importance. Je crois qu'un père, ce n'est pas une mère. Donc l'enfant, il va être sexé par ce qu'il sent, qu'il ressent et qu'il voit. Avec une mère, il n'a aucun risque. Il ne lui arrivera rien. Les mères sont toujours parfaites. Les pères sont toujours imparfaits. Ici, l'autre jour, j'étais me promener avec un petit garçon d'ici. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton avenir? Pilote de rallye. Bon, tu veux être pilote de rallye, mais quoi encore? Tu ne veux pas faire un autre métier comme ça? Alors il m'en a dit, j'ai oublié ce que c'était. Et je lui ai dit, et où est-ce que tu vas exercer? À Tardets. Donc il n'était pas parti trop loin quand même. Et au final, nous on se disait, avec l'équipe éditoriale de Chibero Telebista, que vous étiez un peu la personne qui connaissait plus ou moins le mieux les enfants en Soule, ou certaines générations parfois en Soule. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si je connais les enfants, je les aime bien, avec leurs parents.
Oui, puis mes idées ont évolué beaucoup entre ce qu'on apprenait, ce qu'était la pédiatrie quand j'avais 25 ans et qui est devenu la pédiatrie de quand j'en ai 75. Quoi. Donc en fait, c'est pas pareil. Hein. Tout le monde a changé, la pédiatrie a changé, mais moi aussi. Ma vision des choses, je ne sais pas si elle s'est enrichie ou si elle s'est modifiée, enfin tout, voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à la pédiatrie? D'abord à la médecine. Ouais. C'était pour revenir ici à Tardets. C'était pour revenir à Tardets, pour être médecin généraliste. Et alors, quand j'étais tout petit, c'était pour être en plus conseiller général. Je pensais que c'était une façon complète d'aider les gens. Ce qui est très important, c'est d'être fidèle à l'enfant qu'on a été. Là, je crois que c'est important. Et je crois que ça, c'est quelque chose que j'essayais toujours. J'avais toujours l'impression de me dédoubler par moments. Quand je faisais quelque chose, je disais à ma femme et mes enfants, j'ai toujours l'impression qu'il y a là en haut de l'armoire, moi petit, qui est assis et qui me regarde. Ah oui. Et qui me dit, là tu fais le zèbre, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand vous dites il faut être fidèle à l'enfant qu'on a été, c'est être fidèle à ses racines, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi exactement? Mes racines, oui sûrement, mais fidèle à ce qu'on m'a inculqué, lorsqu'on nous a inculqué, ce qu'on a fait de nous, ce que nous on a perçu de ce qu'on nous a transmis et qui nous reste très profondément ancré. On ne s'en rend pas compte. Hein. C'est un peu comme en fait une maison où il y a des fondations, bon, on ne les voit pas les fondations. Et pourtant la maison est très solide parce qu'il y a des bonnes fondations. Et je crois que l'enfance c'est ça. Les parents, ils fabriquent des fondations et ils construisent un enfant là-dessus. Alors je crois que ça c'est très important. Alors je dis toujours que les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, les 3 premiers mois sont très importants dans la vie d'un enfant. Après aussi le reste. Hein. Mais je pense qu'il se joue beaucoup de choses très très tôt. Et du coup, alors, vous ne regrettez pas de ne pas avoir été conseiller général? Non. Non, pas vraiment. Horton ur henten taiky egynko chiverotele vistako saja. Bästa hummat iganesa sie oek, että soigille kystiek. Että internetes jenen tako, ahaldike sie. USB-giltsa ykheittene chat, betjan aiguun, soisi, chiverotele vistako. E reportage gysia ahaltiketsia hortan tranquil sogita. Eta plazer handivatekin e carico dei ciegi ciminia pilla. Besta Eri. Erdu. Ece maitani yständää tänä ivadu. Teki porte. Valioziano la scandala negativa. Povere, teki porte guardin. Arestan, balakik seginen degu. Runengite kishilishila, te taburapa, te tuncha janen jaigalgare. Arrasu, julkekatakin. Olinen jäi. Hammal muuten jo hunike. Vai.